À plus, à plus, à plus, à plus. Maison de la literie, une autre façon de voir votre lit. Heureux de vous retrouver pour une heure d'émission en compagnie de toute l'équipe de Bienvenue chez vous. Nous sommes prêts ici à Tel Aviv dans le studio photo de Ovlak à Yafo. On vous attend ici juste après le générique. Bienvenue chez vous, 30e émission de Bienvenue chez vous. C'est parti avec nos chroniqueurs, nos invités ce soir. Nous aurons la chance d'avoir sur notre plateau tout à l'heure le grand David Dor, star israélienne à la voix d'or, qui chantera en live avec le musicien et rappeur Marc Cacon. On attend tout cela tout à l'heure. En attendant, on va voir de l'information, toujours dans la bonne humeur, de l'information pratique, de la culture avec Delphine Botbol, nutritionniste, qui est là. Eh oui, comment bonjour, ça va? Tout va bien. Docteur Lara, psychiatre. Bonjour. Bonjour, docteur Lara. Audrey Nataf, notre coach personnel. Oui, bonjour. Docteur Youssef Marek, bonjour. Bonsoir. Notre dentiste personnel. On va commencer par Delphine Botbol. Hein, on garde les bonnes habitudes. Allez, c'est très bien. Et on va très parler honorée. d'une chose qui va intéresser sûrement votre voisine, le gluten. Oui, Alors, elle est à bloc déjà. elle est déjà à bloc. arrête pas de m'embêter. Je lis ces notes, je dis Oui. alors, on est allergique ou intolérant au gluten, c'est quoi la différence? L'allergie au gluten, elle est très rare en fait. C'est une réaction qui est brutale, qui est parfois même violente. C'est-à-dire qu'on a des manifestations cutanées avec des rougeurs, des démangeaisons, parfois un œdème de Quick, ça va même jusqu'au choc anaphylactique. On a des anticorps, des immunoglobulines E, donc c'est assez rare. En fait, ce qui est plus commun, c'est l'allergie aux œufs, aux crustacés, aux noix. Il y a des enfants, mais l'allergie au gluten, c'est assez rare. C'est assez rare. Donc, on Oui. est plutôt intolérant. Intolérant, voilà. Alors Ok. l'intolérance, la vraie intolérance, c'est la maladie cœliaque. C'est-à-dire que là, en fait, il y a aussi une production d'anticorps spécifique contre la gliadine du gluten sur les villosités intestinales. Donc là, il y a une abrasion aussi de la villosité intestinale, enfin des milliers de villosités. Et ce dont en fait tout le monde parle, c'est l'intolérance qui n'est pas cœliaque, c'est l'hypersensibilité au gluten. Et là, les manifestations, elles sont un peu comme la maladie cœliaque, des ballonnements, des inconforts, mais on va en parler. Rappelons-nous en deux mots quand même ce que c'est que le gluten. Le gluten, c'est une protéine en fait qui est présente dans le blé et qui sert de liant. Elle est très liante, donc Ça fabrique le pain. Comme voilà, Glu, le pain, quoi, c'est- les pâtes, les pâtisseries. Donc, beaucoup de choses quand même. Les sauces, ah oui, beaucoup de choses, énormément. Alors, quels sont les symptômes d'une intolérance? Alors, C'est facile de savoir si on est intolérant? oui, alors pour l'intolérance, pour la maladie cœliaque, alors ce qui est important, à l'âge adulte, évidemment, les premiers signes, c'est un peu des diarrhées, des ballonnements, parfois des vomissements. Et puis, si on laisse installer la maladie cœliaque, elle peut être dangereuse. C'est-à-dire qu'à force que les villosités intestinales soient abrasées, on n'absorbe plus ni les vitamines ni les minéraux, donc on peut perdre du sang dans les urines, et perdre du poids. Le problème, alors quand elle se déclare à l'âge adulte, bon, on arrive plus ou moins à la diagnostiquer. Mais quand c'est un nourrisson et que l'enfant, dès qu'on lui diversifie en fait la nourriture, c'est-à-dire à partir de 4-5 mois, et qu'on voit que l'enfant, au bout d'un certain temps, il est ballonné, il n'est pas bien, il refuse de manger tout ce qui est à base de gluten parce qu'il le sent, eh bien, il faut faire attention et surtout qu'à un moment donné, si on laisse l'intolérance comme ça persister, il peut y avoir une perte de poids, un retard psychomoteur et d'autres désordres un peu embêtants. Alors pour la diagnostiquer, évidemment, on fait un test sanguin avec les anticorps immunoglobuline A, antigliadine, il y en a plusieurs, il y a plusieurs marqueurs. Et en général, on confirme par une biopsie, c'est-à-dire qu'on va voir à l'intérieur s'il y a eu cette abrasion. Ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours l'abrasion, mais le fait déjà d'avoir ces anticorps, il faut faire attention et baisser les doses de gluten. D'accord, donc on peut devenir allergique, enfin intolérant au gluten intolérant, plus tard. exactement. Et Il y a qu'est-ce des qui gens. provoquerait une intolérance Alors, il y a des prédispositions génétiques pour la maladie cœliaque, mais qu'est-ce qui provoque l'intolérance? C'est d'abord le fait que l'agroalimentaire a énormément mélangé les blés
triturés génétiquement, et donc ça a créé des grosses intolérances. Il y a aussi des rajouts qui ont été faits pour résister aux insectes, et ces rajouts d'enzymes qui empêchent de digérer l'amylase, nous on les absorbe par la chaîne alimentaire et du coup on a du mal à digérer l'amidon. Et enfin, il y a une sursaturation dans le milieu alimentaire du gluten, partout, dans les sauces, dans les saucisses, dans les boulettes, puisqu'on est ici. Je vois pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les boulettes de matzot. Oui, dans les sauces, mais on en trouve. Et alors là, les nuggets et les panures et tout ça, alors vraiment, donc cette sursaturation. C'est pratique, en fait, ça crée du volume, on met moins de produits. C'est plus gros, c'est plus beau, etc. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un traitement? Alors oui, il y a un traitement. Il y a deux cas de figure. D'abord, ce que je voulais préciser pour le nourrisson, juste avant de passer au traitement, c'est que le mieux, c'est de l'introduire entre 4 et 6 mois. C'est-à-dire que c'est une fenêtre de tolérance. Avant 4 mois, c'est trop tôt. Et après 7 mois, c'est un peu trop tard. Donc, on introduit à partir de 4-5 mois, tout doucement, le petit biscuit. Et puis 2 jours après, un petit peu de pâte, mais pas tout en même temps. Et pour ce qui est du traitement, le traitement quand on est allergique ou quand on a une maladie cœliaque, évidemment, c'est la diète anti-gluten. Plus de gluten, plus donc de blé, mais aussi de céréales comme l'orge, l'avoine, le seigle. Et on l'enlève. On peut guérir? Alors, on guérit. Les villosités intestinales se reconstituent au bout de quelques mois de la maladie cœliaque. Donc, guérir, on l'a toujours, mais si on ne prend pas de gluten, il n'y a plus aucun problème. Donc, voilà. Ouais, petit à petit, par petite dose, certains, on peut il y a plein d'aliments maintenant sans gluten. Alors voilà, ça c'est tellement facile. Les aliments d'ailleurs sans gluten, on le voit, ils s'effritent. Donc, on comprend bien l'intérêt du gluten, toujours de colmater le pain, la pâte. Du coup, non ? C'est moins bon. Et alors, c'est moins bon. Parfois, ça se sent vous, pas. Docteur Lara. Mais c'est pas moins calorique. Je dis plus rien pendant les chroniques de la nutrition. Surtout qu'il vient de manger des pizzas. Elle a pas pu s'en empêcher. Incroyable. Pour conclure. Mais il s'en souvient. Delphine, pour conclure. Oui, pour conclure, donc les personnes qui se disent intolérantes mais non cœliaques et qui ressentent vraiment ces ballonnements ou qui ont des diarrhées ou machin, vous pouvez faire des tests d'intolérance qui mettent en jeu d'autres immunoglobulines que les violentes. Et si on voit vraiment une grande réactivité, on le supprime pendant 3 mois, on désenflamme et on réintroduit doucement. Donc c'est une autre thérapie. Il faut varier un petit peu, quoi. Merci, docteur. Docteur en pharmacie. Oui, docteur en pharmacie. Bol. Merci beaucoup, Delphine, d'être venue. On va passer au docteur Michael Lara, qui lui a soudainement eu envie de créer quelque chose, une plateforme de téléconsultation en psychologie. Oui, c'est pas soudainement, ça fait des années. Ça fait longtemps que vous y pensez. Oui, ça fait des années parce que d'abord moi j'ai travaillé dans mon cabinet pendant des années à Paris et puis j'avais des patients qui partaient expatriés à l'étranger qui voulaient qu'on continue à travailler, donc j'ai commencé à faire moi-même de la téléconsultation de façon un peu artisanale. Après j'ai été psychiatre à l'INSEP qui est l'endroit où il y a les sportifs de haut niveau, les équipes olympiques françaises et on n'arrivait jamais à faire les suivis avec les jeunes pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils étaient en compète tout le temps, donc ils partaient à droite, à gauche, l'équipe de France allait beaucoup au Japon, en Russie, et judo, etc. Et donc c'était très compliqué de faire les suivis. Et en plus de ça, dans le monde du sport, c'est compliqué de venir chez le psy. On avait un bâtiment, et donc ils n'aimaient pas approcher le bâtiment psy. Alors évidemment, ça s'est démocratisé la psy, mais il y a surtout quand même… Surtout un peu célèbre, quoi. Alors même avant même d'être célèbre, parce que bien sûr quand on est célèbre, mais avant même d'être célèbre, ils sont en train d'être sélectionnés. Et puis, ça a la vie dure. Ce serait une faiblesse. Est-ce que ce serait une faiblesse? En vérité, c'est une richesse et d'ailleurs, beaucoup des plus grands sportifs consultent et le revendiquent. Mais voilà, pour ces raisons-là, c'était très compliqué d'avoir les jeunes. Et donc, on s'est mis à développer des téléconsultations avec donc moi et les psychologues de l'équipe. Évidemment que vous recrutez. Alors, comment ça se passe ? Alors, du coup, depuis que je suis arrivé ici, il y a des patients que j'ai continué à avoir et du coup, j'ai monté avec des amis psychiatres et psychologues qui avaient cette envie-là aussi, une plateforme de téléconsultation pour les gens partout dans le monde, les francophones partout dans le monde qui voudraient consulter un psychologue. Alors, il y a tout en ligne. En ligne, malheureusement, c'est très compliqué de consulter en étant sûr qu'on tombe sur quelqu'un de bien.
D'accord ? Donc, on a mis en place tout un système et de recrutement de gens qu'on teste véritablement nous-mêmes et aussi une méthode de travail de téléconsultation qui doit répondre à certaines normes. Parce que la téléconsultation, c'est une consultation, mais on n'est quand même pas en face à face. Donc, il y a des choses qu'il faut vérifier un peu mieux. Par exemple, quand un patient vient à mon cabinet, assez vite dans sa façon de se mouvoir, de m'accompagner de la salle d'attente au bureau, etc., il y a déjà une part du diagnostic que j'ai. Alors que ça, je ne vais pas l'avoir sur le plan de la téléconsultation. Donc, il faut vérifier des choses. Eh ben, avec une webcam, je ne vais pas l'avoir parce qu'ils sont figés. Et puis, il y a des choses auxquelles il faut faire attention parce que les gens qui sont très angoissés, avec la téléconsultation, on rentre chez eux. Alors, ça peut être parfois encore plus angoissant. Donc, c'est pour des gens, il faut voir des gens qui sont formés à ça et que nous, on forme aussi. Quand faut-il y recourir, justement c'est une urgence ? Non, alors l'urgence, c'est toujours possible, mais d'une façon générale, s'il y a une urgence psychiatrique, c'est toujours mieux de voir un médecin en face à face parce qu'il va y avoir probablement besoin d'un médicament et peut-être d'une hospitalisation et c'est plus rassurant. Non, on part d'un constat très simple, c'est que 9 personnes sur 10 disent qu'ils voudraient bien faire une thérapie ou qu'ils voudraient bien consulter de temps en temps pour comprendre ce qui se passe avec leur enfant. Un peu de guidance parentale pour comprendre ce qui se passe au travail et certains enjeux, certaines de leurs angoisses. Mais de là à faire la thérapie, pour faire une thérapie, il faut trouver le bon psy. Il faut partir de chez soi ou du travail. Des déplacements, c'est des temps Exactement. considérables. On chiffre à 3 heures le moment où on se lève ses fesses de l'endroit où on est et au moment où on va revenir s'asseoir et refaire la même activité. C'est en gros, si vous êtes employé, il va vous falloir 3 heures en pleine journée pour aller consulter et revenir. Donc, tous ces éléments-là sont des obstacles majeurs à la consultation. Et puis aussi, le fait d'aller chez le psy, parfois, ça angoisse les gens. Donc, comme ça, on permet à des gens… SVP, quoi. SVP psychiatrie, en fait. Hein. Oui, mais… Pour répondre à leurs questions. C'est pas uniquement une réponse immédiate. C'est aussi vraiment des thérapies de qualité pour des gens qui ne le feraient pas parce qu'ils vont pas assez mal ou parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais du coup, ils ont la possibilité là, de chez eux ou de leur travail, de s'isoler une demi-heure, 45 minutes et de faire la séance avec des gens. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, c'est une médecine de l'avenir, ça ? Eh bien, la téléconsultation, d'ailleurs, le gouvernement français actuel, Macron… La télémédecine de l'avenir. Ouais, alors exactement. La téléconsultation s'ouvre énormément. Avant, la télémédecine, c'est-à-dire une spécialité médicale, c'était très fermé. Aujourd'hui, c'est très ouvert. Donc, vous allez voir fleurir partout des sites de téléconsultation. Alors, il va falloir faire le tri à l'intérieur de ça. Mais globalement, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que l'accès aux soins, pour ceux qui vivent dans les capitales, c'est jamais un vrai problème. Mais l'accès aux soins pour la grande majorité de la population, c'est difficile. Et c'est vrai, non mais c'est vrai qu'en plus, pour le coup, au début, on peut avoir une réticence. Ouais, mais j'aime bien voir la personne, sentir. Et moi, je l'expérimente aussi et je me rends compte qu'en fait, on s'habitue, on a d'autres codes et ça s'installe. Vous faites du télécoaching. Oui, bien sûr, beaucoup avec la France, téléphone, bien sûr. Et c'est marrant de voir que les patients… Il y a d'autres choses qu'on trouve aussi avec l'écran, on peut s'isoler aussi différemment. Il y a des gens qui vont vous livrer… Il y a des bénéfices qu'on n'aura pas ailleurs. Il y a des gens qui vont vous livrer plus de choses plus vite parce que finalement, il y a l'écran qui les protège un peu que en consultation. Mais c'est en FaceTime ou c'est on gagne tellement Alors, WhatsApp ça peut se faire de façon artisanale en FaceTime, en WhatsApp vidéo, en Skype. Mais là, justement, c'est pas très sérieux, je pense. Les chats, les mails, c'est pas très sérieux. Mais là, on a monté sur la plateforme Wipsy. Ça s'appelle Wipsy ? Wipsy, W-E-P-S-E-E, avec le jeu de mots de on voit et en même temps psy. On va le voir à l'écran. On a monté une plateforme et donc on va sur la plateforme, on prend rendez-vous et on consulte sur la plateforme. Merci beaucoup, docteur Lara. Avec plaisir. Merci pour cette initiative. Merci beaucoup. On va passer au docteur Youssef Marek. Alors, qui a un fauteuil qui n'arrête pas de descendre, donc je remonte de temps en temps mon fauteuil, il ne faut pas vous inquiéter. Alors, vous allez nous parler, je mets la main devant, vous allez nous parler apparemment de la mauvaise haleine. Non mais si on sent d'ici, ça craint quand même. Non, ça oui, va. c'est un grand. Non, alors vraiment, c'est vraiment le thème de votre. Oui, c'est le thème de la chronique aujourd'hui parce qu'en fait, je m'aperçois que de plus en plus, les patients viennent consulter au cabinet pour ce problème de mauvaise haleine. Alors c'est souvent le conjoint qui envoie, c'est un peu comme pour le ronflement. Hein, c'est le conjoint qui envoie, tu dis va voir ton dentiste. Comme pour les consultations, ça fait longtemps que tu n'as pas fait. Ça fait longtemps, je trouve quand même que tu devrais faire un petit bilan. Fais un petit bilan. Bon, alors ça vient d'où Alors ça peut venir de plein de choses. Principalement
la première chose qu'on regarde, c'est si la personne n'a pas de problème intestinaux, digestifs. Parce que la mauvaise haleine peut venir déjà, c'est une mouche, la mauvaise haleine, c'est la même que tout à l'heure. Non, la mauvaise haleine peut venir d'un problème digestif, les reflux œsophagiens provoquent ce genre de choses, des acidités, ça provoque déjà une première piste. Donc dès qu'on a éliminé cette piste-là, après, bien entendu, il y a des problèmes de bouche, puisque tout part de la bouche, la langue. Alors il y a des personnes qui vont avoir des mycoses qui sont ancrées, qui sont collées sur la langue. Donc il y a toute une méthode de nettoyage de la langue. On peut prendre avec une brossette, des brosses pour la langue. Alors il n'est pas question que vous vous mettiez à vous brosser la langue, que tout le monde se mette à se brosser la langue. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. On ne le fait que si jamais il y a un problème bactérien qui est ancré. Donc ça, c'est le praticien qui va pouvoir déceler cette chose-là. Alors sinon, il y a tous les problèmes dus à la salive qui va provoquer une inflammation de la gencive. Donc quand on a des problèmes de gencive qui sont enflammés, ça provoque une très très mauvaise haleine. Alors ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû à des prothèses qui sont mal ajustées, des prothèses, des couronnes, des anciennes couronnes. Donc il y a de la plaque bactérienne qui reste coincée en dessous, ça fait gonfler. Donc la gencive, au lieu d'être rose, avec un piqué peau d'orange, qu'on appelle piqué de peau d'orange, qui est très très rose, vraiment comme très clair, elle devient violacée. Je rigole parce qu'il en parle comme d'un vendeur de vêtements. C'est clair, Il dit, c'est le textile est magnifique, c'est de bonne qualité. Alors la surpiqûre, alors en fait cette gencive qui devient violacée, elle suinte, elle souffre. Le patient ne le sent même pas, quelquefois d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, personne ne peut savoir s'il a une bonne haleine ou une mauvaise haleine. Comment ? C'est toujours le conjoint, c'est l'autre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour traiter ça, il faut déjà commencer par la base, c'est-à-dire remettre à niveau la gencive. Donc c'est quoi remettre à niveau la gencive? C'est faire un détartrage. Retirer tout ce qui peut être coincé sous la gencive, qui peut provoquer ces blessures. Alors ça, c'est la base, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut après vérifier si jamais il n'y a pas des problèmes, comme je disais tout à l'heure, avec des anciennes prothèses, des choses qui sont mal ajustées. Donc il faut les changer pour pouvoir réajuster, pour pouvoir réaligner, refaire la forme de contour d'une dent, que ça soit naturel. La gencive, elle souffre. Alors on se pose toujours la question, au niveau de la salive, pourquoi moi je vais fabriquer plus de tartes que mon voisin? Et pourquoi moi je vais avoir plus de caries que mon voisin? Alors bien sûr, il y a la génétique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette génétique-là, elle va s'appliquer non pas à la dent, mais elle va s'appliquer à la salive. D'une personne à l'autre, le pH de la salive, l'acidité va jouer en fonction donc va créer soit plus de tartre, soit plus de caries. Si on a un pH qui est très très basique, on va avoir beaucoup plus de facilité à fabriquer du tartre. Et si c'est en dessous, on va avoir beaucoup plus de facilité à avoir des caries. Donc à vous de choisir entre les deux. Il faut consulter pour être sûr d'avoir et ne plus avoir non plus ce genre de problème de mauvaise haleine, puisque quand on fabrique beaucoup de tartes, automatiquement, on va avoir une mauvaise haleine. Ou alors prendre un chewing-gum tout simplement. Parfois, ça vient plus loin. Merci, docteur Youssef Marek. Alors, on va passer à Audrey Nataf qui attend, qui trépigne depuis tout à l'heure. Elle a envie de nous parler de comment parler en public, librement, facilement. C'est un peu l'idée de votre chronique? En fait, je ruse. Parce que c'est un scoop. Vous allez voir ça. Ce ne sont pas forcément les meilleurs qui réussissent, ce sont ceux qui osent. Et souvent, je reçois ou j'entends des gens qui disent « mais si je ne prends pas la parole en public, ou si moi j'ose pas m'exprimer, ou si là je vais pas aller chanter au karaoké machin, ou si moi je poste pas des trucs, c'est parce que j'ai pas confiance en moi ». Et bien là, j'ai envie de vous dire, en fait, c'est aussi l'inverse. Pour avoir confiance en vous, il va falloir commencer à faire des petits challenges et essayer de se mettre, à chacun en fonction de ses envies et de ses objectifs et de ses difficultés, dans des petits challenges de prise de parole en public, d'affirmation de soi. Et en faisant ces petits exercices et en travaillant là-dessus, là, vous allez gagner en confiance et c'est un cercle vertueux. Il y a beaucoup d'avantages à savoir s'exprimer en public. Il y a beaucoup d'avantages à au moins savoir et croire qu'on peut le faire. Déjà, si on arrive à se lancer, c'est qu'on arrête de se regarder et qu'on a dépassé un certain nombre de blocages liés au jugement de l'autre. Donc ça vaut le coup de se poser la question de quelle est ma relation à ça moi et est-ce que je suis tranquille. Il y a beaucoup d'avantages liés à plein de peurs. Combien d'opportunités on peut manquer en n'osant pas aller voir quelqu'un, en n'osant pas envoyer un message. Savoir s'exprimer en public et avoir de l'assurance à ce niveau-là, ça se travaille. Et les personnes qui aujourd'hui peuvent faire ça, vous avez l'impression qu'ils font ça de manière très facile, etc.
Ne croyez pas, c'est comme les minces, on croit qu'elles ne font pas de régime, c'est pas vrai. Il y a du travail, il y a beaucoup de choses qui se font en amont, ça s'apprend, il y a des techniques. Et donc, posez-vous la question, est-ce que moi aussi, j'aurais pas l'intérêt à aller me challenger sur ces questions-là et gagner encore plus en liberté? Parce que la vérité, c'est que de s'exprimer en public, donner une expression de soi à l'extérieur, ça libère et ça fait du bien. Est-ce que c'est plus facile de s'exprimer devant la télévision qu'en public? Je ne peux pas vous le dire, moi. Je sais pas, vous, entre je vous, sais là. pas. Ou c'est plus facile pour vous? Là, devant une caméra, devant un téléspectateur, ça vous semble plus simple que devant un congrès, par exemple? En tout cas, plus on le fait et plus c'est facile. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'exercice, répéter, gérer le trac, gérer les difficultés, les impondérables, plus on va avoir de l'expérience et plus ce sera facile. Après, il y a un trac inhérent à l'exposition, mais c'est surmontable. Et en tout cas, tout ce qu'on va devoir faire pour travailler ça va faire travailler la personnalité, va faire travailler l'estime de soi, la confiance, et ça vaut le coup de le faire parce qu'après on se réveille un jour et on n'a pas fait plein de choses, on dit ah c'est bête, si j'avais osé, si j'avais pu, c'est dommage. Il y a des petites choses à faire, des petites choses à apprendre, et je pense que tout le monde mériterait de s'exprimer. Très bien, il faudra un coach aussi encore. Bah on est là pour Bah oui. C'est vrai, pour répondre à ta question, c'est vous faites des conférences. Tout dépend de l'interactivité. Moi, j'aime bien l'interactivité. Parler à une caméra, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on est en conférence, ou même là, c'est parce qu'on est tous ensemble. On se parle entre nous. Donc les caméras sont là, mais en tâche de fond. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. On arrive à avoir un échange. Et c'est l'échange qui est très important. Mais à un moment donné, il y a aussi une question d'envie, d'intention. On a envie de partager quelque chose. Si on est arrêté à juste qu'est-ce qu'on va penser de moi, on ne peut pas dépasser. C'est trop dur. Il faut avoir aussi aller chercher ce qu'on a envie de raconter, ce qu'on a envie de dire. Et là, tout à coup, voilà, on a plus d'envie que de peur. Et c'est un peu gagné. Ouais. Merci, Audrey Nataf. Mais de rien. Vous exprimez très bien en public. C'est gentil. Merci. Mais j'ai des progrès à faire et je continue ma petite route. On se retrouve après la pub pour un sujet, entre autres, qui concerne tout le monde, les arnaques des opérateurs téléphoniques ici en Israël. Comment éviter de se faire avoir? Ne zappez pas, après la pub. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Eldorauto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour les all-in. Eldorauto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Maison de la literie, une autre façon de voir votre lit. Bienvenue chez vous, deuxième partie, heureux de vous retrouver pour parler maintenant de quelque chose de très sérieux. Vous connaissez tous 50 millions de consommateurs en France? Eh bien, je vous présente l'une des personnes en charge de la version israélienne de 50 millions de consommateurs. Il y en a un peu moins ici, de consommateurs. De ce célèbre organisme israélien, Yael Shawat, maître Yael Shawat. Merci d'être là. Je vous applaudis parce que vous allez comprendre que c'est très utile. Comment s'appelle votre organisme? L'Institut israélien de la consommation? Parfait. Parfait. C'est ça. En hébreu, ça donne? המועצה הישראלית לצרכנות. Donc c'est un organisme d'État?
Exactement, c'est un organisme d'État financé par l'État. Les services que nous donnons sont gratuits. Et nous écrivons même des assignations pour les gens qu'on n'arrive pas à aider simplement en écrivant aux sociétés. Et on essaye d'aider au plus. Alors votre rôle, c'est entre autres de traquer les fraudes dont sont victimes les consommateurs. Ça ne s'agit pas toujours de fraude, ça peut être toujours des petites dissimulations dans les contrats, écrits en tout petit, etc. Des petites choses malignes, voilà, des essais de gagner un petit peu plus. Voilà, c'est pas forcément frauduleux, mais le but est le même. C'est pas net. Voilà, c'est pas net. En général, c'est de la tromperie. Voilà, on va parler aujourd'hui des opérateurs téléphoniques, des gros opérateurs téléphoniques. Oui. On ne va pas les nommer, mais on les connaît tous. Hein. Voilà, 2-3 comme ça qu'on connaît, et on a chacun nos expériences là-dessus. Il y a déjà de quoi dire, non? Énormément. Alors, les abonnements téléphoniques, téléphonie cellulaire, les pièges à éviter absolument. Alors, les cadeaux sont-ils vraiment gratuits? Parce qu'ils arrivent avec des cadeaux. Ah bah non, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça. Et à la fin, il faut les payer. Ça n'est jamais gratuit. D'ailleurs, ils font les choses tellement bien qu'ils mettent des affiches dans les magasins. Ici, il n'y a pas de cadeau gratuit. Et ils viennent vous dire, mais on n'a jamais promis un cadeau gratuit. Et quand vous dites, mais je ne comprends pas, vous m'avez dit que c'était gratuit, mais j'ai demandé 10 fois, vous m'aviez promis, c'est gratuit. Mais enfin, on vous sort un papier, vous avez signé là. Vous avez acheté l'appareil, 3000 shekels. Vous avez acheté la tablette, un vieux qui vient pour réparer son appareil, il dit, mais monsieur, vous avez signé, vous avez acheté une tablette. Il dit, mais moi je ne comprends pas, je ne sais même pas utiliser, je ne sais même pas ce que c'est une tablette, je n'utilise pas l'Internet. Non monsieur, vous avez acheté une tablette. En fait, ils vendent des produits sans nous le dire. Oui, et c'est pas comme au supermarché où on passe à la caisse, on sort la carte bleue et on comprend bien et on reçoit une facture, on comprend qu'on a acheté. Non, là, ils utilisent les Horat Keva, les ordres de paiement, les virements, les ordres de paiement mensuels. Alors on a tous nos expériences, évidemment. Moi aussi, j'ai eu un problème avec une grosse société qui m'a fait croire qu'elle me donnait des cadeaux. Et alors, c'est pas simplement les Olim, c'est pas que les Olim qui se font avoir à cause du français. Ça peut être aussi simplement parce que c'est un peu complexe. Ça peut être tout le monde. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Quand ils vous disent non, c'est pas un cadeau qu'on vous fait, mais vous y avez droit. Ça veut tout dire. Pour moi, c'est un cadeau. Vous y avez droit. Ils m'ont dit comme ça, vous y avez droit. L'enceinte que je vous mets sur la table, elle est pour vous. Et là, vous réfléchissez 2 minutes, il dit non, non. Et vous croyez que c'est simplement parce que vous êtes fidèle. Ça fait 10 ans que vous êtes chez eux, donc ils vous font des petits cadeaux. Et il vous dit ah non, je lui dis c'est cadeau. Non, c'est pas un cadeau, tu as le droit. Voilà comment ça démarre. Il joue avec le langage. Alors, il y a deux. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Regarde, il y a deux méthodes. La méthode cadeau, et en fait, ils vous facturent. Et les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ne regardent pas leur carte bleue, leur relevé mensuel. Et en fait, pour ce système-là, les sociétés ont eu des amendes de 2 millions de shekels. Partner, je peux le dire puisque ça a été publié dans la presse. Partner, c'est l'ancien Orange. Okay. Elle a eu 2 millions de shekels d'amende. Et Pelephone, elle a eu 2 millions de shekels. Et Cellcom? On va essayer de s'en occuper. Là, ça serait pas mal. Non, c'est possible que non, mais je vais vous le dire, on reçoit aussi des plaintes contre tout le monde. Donc c'est une méthode affreuse. Alors qui est connue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Votre problème, la nouvelle technique aujourd'hui, c'est pas de faire comme ça, c'est de faire. Non, vous n'allez rien payer. Vous allez voir, vous n'allez rien payer. C'est vrai. Tant que vous êtes fidèle dans la société, que vous êtes client, vous n'allez pas payer. Ils vous font un système de crédit-débit. Donc vous ne payez rien. Mais si vous allez partir, vous allez aller dans une autre société, avant que sont finis les 3 ans, ils font bien en sorte de vous fourrer des produits tous les 6 mois. Oh là là là. Donc, si vous engagez, en fait. Pour vous engager. Et en fait, vous avez un genre de comment on dit, classe Yetzia. C'est ça, une amende de sortie. Voilà, une amende de sortie. À la hauteur des cadeaux qu'on a reçus. À la hauteur des cadeaux. Et ça peut monter jusqu'à 10 000, 20 000 shekels. Des milliers de shekels. Donc ça, c'est un piège énorme à éviter. Moi, mon conseil, on n'accepte pas de cadeaux. Voilà, tout bête. Toujours refusé. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau en Israël. On l'a toujours dit. On dit en hébreu, il n'y a pas de cadeau gratuit. Bon, c'est simple. Alors, on a beaucoup de choses à dire parce qu'on reste sur les abonnements. L'abonnement est-il à durée illimitée? Alors, en général, les abonnements sont un prix très bas pour vous attirer et c'est valable 1 an. Mais le piège, c'est à la fin des 1 an. En fait, la loi les oblige à envoyer une annonce
pour vous dire attention, votre abonnement va se terminer, donc le prix va changer, il va passer de temps à temps, par SMS et sur les factures. Il ne faut pas ignorer ces annonces-là, parce que ce qu'il faut faire en fait, c'est renégocier le contrat. Et à cette occasion, je vous invite à regarder combien de gigabytes vous avez besoin, et chez les enfants aussi, parce que chacun a ses besoins et ses façons de consommer, combien de minutes vous avez besoin, combien de SMS pour acheter un programme qui vous convient parfaitement, et négocier et voir chez les autres combien ça coûte. Il faut renégocier parce que sinon ils s'augmentent eux-mêmes, sans qu'on sache, évidemment, on ne fait pas attention. Oui, ça multiplie par 2, par 3, complètement. Alors l'abonnement à l'Internet, comment choisir un abonnement qui convient et que se passe-t-il si on consomme plus de gigabytes? Voilà. Alors il y a quelque chose ça arrive de dépasser quand même. Dans la licence des sociétés de cellulaire, il y a des règles très précises concernant les abonnements limités. En fait, aujourd'hui, on achète des minutes fixes, une quantité de minutes, une quantité de gigabytes d'internet et une quantité de messages. Et en fait, il faut regarder ce dont on a besoin. Et la société, quand à un mois particulier, vous dépassez la quantité que vous avez acheté, ils sont obligés de vous annoncer, quand vous avez utilisé 75 jusqu'à 100%, avant 100%, ils sont obligés de vous envoyer un SMS. Ils le font. Donc pour vous fassiez attention. Mais ils n'ont pas le droit de vous fourguer des services supplémentaires sans que vous n'ayez donné votre accord. Donc dans votre contrat, faites bien attention non seulement à ce qui est compris dans le prix, mais également combien ça vous coûte si vous dépassez les quantités que vous avez achetées. Comment on négocie l'achat d'un téléphone portable? Ah, ça écoutez, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, le téléphone portable, il y a un prix au comptant et il y a un prix en 36 paiements, mensualités. Le prix est différent, il y a un intérêt qui peut aller jusqu'à 45%. 45%. Vous payez le double, quasi le. Vous doublez vos prix. Vous doublez le prix. Donc, il vaut mieux l'acheter comptant? Il vaut mieux l'acheter moins de 12 paiements ou jusqu'à 12 paiements. Jamais dépasser les 12 paiements parce que ça va vous coûter énormément d'argent. Ça, c'est un bon truc à savoir. Il faut éviter les taches de mime. Éviter les taches de mime. Pourtant, ils vous les annoncent. Une baguette de pain, c'est combien de taches de mime? Personne n'avait fait attention à ça. Ils avaient pris le soin de cacher le taux de l'intérêt dans une 45%. feuille. Ouais. Ils vous le mettent. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à 2016 ou 2017, ils ne le mettaient pas dans les contrats alors qu'ils sont obligés de le mettre. Jusqu'à ce que nous, on leur ait écrit une lettre et on leur a dit c'est pas bien de faire ça, c'est interdit par la loi. Vous leur mettez la pression. C'est mon rôle. C'est mon rôle de mettre la pression. De temps en temps. Alors pourquoi faut-il vérifier les factures tous les mois? Ça c'est logique, mais il doit y avoir des surprises. Ça semble tout bête. Mais comment on fait quand on ne lit pas l'hébreu couramment, forcément? Prenez de l'aide auprès des enfants. Un petit truc tout bête. Et si les enfants ne sont pas disponibles? Ça arrive. On a des amis, on a. Donc moi, je peux vous aider. Il faut vérifier. Voilà, il faut vérifier. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps quelque chose d'incroyable que non seulement il vous ajoute de temps en temps des choses dont vous ne savez pas d'où ça vient, etc. Mais même des lignes de téléphone, des numéros de téléphone. Vous payez pour une ligne de téléphone que vous n'avez jamais achetée. Ah bon? Oui, qui ne vous appartient pas. Mais ils font ça exprès, c'est quoi? C'est une vraie arnaque. Écoutez, quand j'ai entendu ça une fois, 2 fois, 3 fois, dans cette société, dans une autre société, je me suis dit ça, c'est la nouvelle technique. La nouvelle technique pour fourguer des services qu'on n'a jamais achetés. C'est grave. Donc je suis là vraiment ces jours-ci en train de faire mon enquête dans les centaines de plaintes. Vérifiez vos factures, obligé de vérifier la facture, obligé de vérifier les lignes de téléphone, vérifiez si c'est bien à vous. Allez-y, je m'occupe de tout. Voilà. Bon, alors on va avoir, s'il vous plaît, essayez de revenir une autre fois parce qu'il y en a plein, vraiment, c'est très très utile pour nous, pour les spectateurs. On parle d'Internet, on parle de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Avec plaisir. Yael Chawat. De l'Institut, rappelez-moi. Donnez mon mail. On va mettre le mail juste en dessous, le mail pour vous contacter. En français si vous avez du mal, mais et je suis sûr que vous allez avoir des bonnes surprises, vous allez avoir des choses incroyables. On m'a tiré 100 000 shekels, c'est possible. En tout cas, ils sont pas très gentils. Des arnaques, juste un autre thème, des appartements. Location, tout ça. Oui. Attendez, je dis oui, mais en général, la location, c'est entre 2 personnes privées. Donc, nous, on ne s'occupe pas de ça. Des grandes sociétés qui une société qui vous fait le contrat de location, c'est dans vos cordes. Merci beaucoup, Yael Chawat.
On va parler théâtre? Oui. Alors un coup de cœur? Un coup de cœur, bah oui, il y a une belle rentrée, il y a plein de choses qui vont se passer. Là encore une fois, on est vraiment gâtés. Et c'est bientôt, c'est Adieu Monsieur Hoffmann. Et là, pour tous ceux qui aiment le théâtre avec vraiment le décor, l'histoire, etc., ils vont être servis. Oui, c'est le producteur Dan Lefkowitz qui l'amène. Exactement, et ça va être une belle production, je pense que ça va vraiment être un spectacle à voir. Ça raconte quoi? Alors on va voir un petit extrait dans un instant, mais ça raconte quoi en 2 mots? Bah, alors c'est l'histoire d'un bijoutier pendant la Seconde Guerre mondiale, juif, qui justement pour sauver son business fait un accord avec un de ses employés, qui va du coup le mettre à son nom à lui. Et l'entente entre les 2 hommes est plutôt bonne, il va en plus le cacher dans sa cave. Et comme il n'arrive pas à avoir d'enfants avec sa femme, il va lui demander d'avoir des rapports pour avoir des enfants. Donc c'est un petit peu compliqué comme ça. Et jusqu'à la fin, comme la bijouterie reprend avec... évidemment, et ça va un succès fou auprès des Allemands. On se demande voilà, si la sécurité du Monsieur Hoffmann est toujours garantie. Bon, c'est une histoire à voir. En tout cas, il y a eu beaucoup de prix, beaucoup de Molière. Et voilà, ça fait partie de la rentrée théâtrale. Incontournable. Et on va voir un extrait alors. Allez, on regarde. Étant donné le boycott organisé que subit tout commerce juif en ce moment, Pierre, je veux vous céder le magasin. Monsieur Hoffmann, j'aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec Isabelle le temps qu'elle tombe enceinte. Vivre avec son patron planqué au-dessus de nos têtes. Contre! Ça devient trop dangereux, Monsieur Hoffmann s'est engagé à s'en aller d'une manière ou d'une autre. Pour! C'est la première fois que je vais coucher avec quelqu'un d'autre. Nous serons donc à égalité. On va faire ça dans votre bureau. Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Sur un lit, dans votre bureau. Sur un lit dans mon bureau. Sans lumière. Sans lumière. Sans lumière, dans votre bureau. Sans lumière dans mon bureau, c'est bien. Vite fait, bien fait. Je ferai de mon mieux. Cette pièce donc se jouera le 10 et 11 mars, ils ont rajouté une date, à Tel Aviv. L'auteur et le metteur en scène Jean-Philippe Daguerre a la gentillesse d'être en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci d'être avec nous. Et bravo. Avec grand plaisir, merci. On vous attend vraiment avec impatience avec cette pièce. Vous avez écrit et mise en scène Adieu Monsieur Hoffmann. Vous étiez déjà reconnu dans la profession pour vos mises en scène de grands classiques, jeune public aussi notamment, avec Malade imaginaire, Cyrano de Bergerac. Alors comment et pourquoi écrire sur ce sujet ? Écoutez, le sujet au départ, le vrai sujet au départ, c'est comment un homme bien, à travers ce qu'il rencontre dans sa vie professionnelle et personnelle, peut tout d'un coup vriller vers quelque chose de dangereux pour les autres. Et c'est vrai que j'ai eu envie de le mettre dans ce contexte, en 42, l'époque de l'étoile jaune pour les Juifs, tout simplement parce que j'avais récupéré des émissions radio de l'INA il y a une dizaine d'années, édifiante et terrible pour notre pays français, en tout cas, où on entendait les Français parler de façon tellement facilement de l'antisémitisme, enfin des Juifs comme ça. Je me dis, c'est quand même incroyable que nous, à l'école, on nous a quand même fait vachement croire que Hitler avait inventé un petit peu l'antisémitisme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été extrêmement tué dans notre éducation, je trouve, à l'école. Et quand j'ai entendu ces émissions, voir des Français parler naturellement comme ça, des Juifs, avec cette espèce de principe médiatique d'influence par la radio dans les cerveaux qui s'immiscent dans les cerveaux des gens non-stop, je me suis dit ça serait intéressant un jour d'utiliser ça. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même dans un moment difficile de notre époque où il y a quand même un retour au racisme, à la peur de l'autre. Donc du coup, j'avais envie de traiter ça dans la grande histoire, une petite histoire dans la grande histoire, voilà. Jean-Philippe Daguerre, il semblerait que toutes les sources sont réelles. Vous avez dû vous plonger dans cette période tragique de notre histoire pour écrire ce spectacle en très peu de temps. Racontez-nous comment ça s'est passé. Moi, c'est vrai que j'écris de façon extrêmement rapide, donc j'ai écrit ça en 9 jours. Après, évidemment, j'ai un petit peu retravaillé. Mais c'est vrai que quand j'écris, j'ai mon sujet en tête et c'est vrai que je ne fais pas de plan de travail. J'écris une scène et après l'autre. J'ai une idée au départ, d'un pitch de départ, une situation de départ. La situation, elle est très simple. Un employé reprend la boutique de son patron qui est juif et accepte de prendre le risque de le planquer dans la cave en attendant que ça se calme, mais à condition que le patron juif qui a 4 enfants qui ont fui déjà en Suisse fasse un enfant à cet employé, donc qui est stérile, fasse un enfant à sa femme. Donc ça part de ça.
J'ai mon idée en tête et je brode direct. Je vais jusqu'au bout comme ça avec cette idée-là, une scène derrière l'autre, selon un peu l'inspiration. Et je ne construis jamais mes pièces. Et ça va tout droit. Je fonce dedans. Alors là, vous avez foncé direction Tel Aviv. Comment ressentez-vous l'idée de venir jouer ce spectacle en Israël où toute la salle, évidemment, est sensible à ce sujet, voire même une grande partie du public est composée de personnes avec des histoires familières similaires à celles de M. Hoffman. Évidemment, on est super, à la fois très enthousiaste, excité et ému. Et puis voilà, on essaie de ne pas avoir d'appréhension. On prend, nous, le théâtre comme un partage. C'est un message, pour nous, c'est un symbole très très fort par rapport à ce que raconte la pièce de venir à Tel Aviv, évidemment. Mais nous, en tant qu'acteurs, artistes sur scène, on est là pour partager un moment où on raconte une histoire qui, évidemment, va évoquer beaucoup celle des autres. Mais c'est vrai que on n'a jamais eu autant de gens concernés que ce sera le cas à Tel Aviv, c'est sûr, mais on a eu beaucoup quand même de rencontres avec beaucoup de Juifs en France qui ont vécu ces situations-là. Donc on va dire qu'on est toujours extrêmement ému quand on rencontre à la fin des spectacles 3-4 personnes qui ont vécu ça. Alors c'est sûr qu'à Tel Aviv, je pense qu'on va rencontrer beaucoup plus, qu'on sera d'autant plus ému. Et c'est vrai que voilà, non, c'est sûr que pour nous ça va être un grand moment par rapport à ça fait 3 ans qu'on tourne le spectacle. Ça va être un des moments les plus forts de notre aventure. Nous, on attend ça très impatiemment, c'est sûr. J'en suis sûr. J'imagine que pour déplacer un spectacle de cette envergure, il y a beaucoup de décors. Vous allez venir un petit moment ici quand même, vous allez visiter. Ah oui. Il y a Dan qui produit qui produit le spectacle en Israël, qui nous a promis de nous faire un petit peu découvrir Tel Aviv et Israël. Ça sera très bien. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que tout le monde nous dit. C'est un peu la surprise, mais on nous a dit qu'il fallait lui faire confiance, qu'en général, c'était des visites extraordinaires. Vous connaissez Jérusalem ? Non, je ne suis jamais venu, moi. Je suis jamais venu en Israël. Ce sera la première fois pour moi. Bon, alors je suis sûr que vous avez passé 2 bons moments, le spectacle et la visite d'Israël. Et en plus, vous avez le petit cadeau, vous nous avez rajouté une date supplémentaire, le 11 mars. C'est génial. Histoire de rester un peu plus longtemps, de profiter un peu plus longtemps de ces rencontres, de cette fraternité que nous cherchons à chaque fois. Merci. Et on retrouve donc les réservations, c'est sur Live Stage. On va mettre en bas de l'écran le moyen de réserver les places. Merci beaucoup, Jean-Philippe Daguerre, avec plaisir. Merci, passé. Et on vous attend avec impatience ici en Israël. Nous sommes aussi très impatients et merci de m'avoir écouté et interviewé. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Yohann Halimi, vous irez ? Ah oui, franchement, j'avais déjà très envie d'aller la voir à Paris. Et vous voulez nous parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, télé. Vous, c'est Monsieur Cinéma, mais... Alors, c'est l'hiver, on pantoufle un peu. Ah oui, on a envie d'être dans ces draps chauds. Il n'y a pas grand-chose au cinéma en ce moment. Et les Golden Globes, je ne sais pas si vous connaissez, vont me donner l'occasion de parler de 2 séries qui me tiennent à cœur, puisque les Golden Globes ont récompensé 2 séries. Une première qui a déjà été récompensée l'année dernière, qui est de Marvelous Mrs. Maisel. J'adore. Moi aussi, j'adore. Mrs. Maisel, femme fabuleuse. Et c'est une super série qui a gagné le prix de la meilleure série l'année dernière et qui vient de la comédienne Rachel Brosnahan, qui est extraordinaire, vient de gagner à nouveau le prix de la meilleure comédienne dans une série comique. Voilà, et je voudrais vous parler de cette série qui pour moi est tout simplement en ce moment la meilleure série comique, vraiment la meilleure série comique du moment. Alors vous m'avez dit en aparté que c'était une série très juive. Alors, dire quoi ? Justement, c'est ce qui est sympathique, c'est que les Golden Globes ont récompensé 2 séries, je parlerai de la deuxième dans une minute, mais 2 séries à l'humour juif très fort. Et celle-ci, si je vous le pitch un petit peu, donc c'est Miriam Midge Maisel, qui est une parfaite mère au foyer juive. Dans les années 50. Dans les années 50, j'allais y venir, qui vit dans un bel appartement new-yorkais. Son mari est un golden boy, un cadre dans une grande boîte, qui fait du stand-up le soir pour se divertir. Et puis un soir, ça bide. Son stand-up ne marche pas. Il avoue à sa femme, on est la veille de Kippour, elle est en plein dans les préparatifs, elle doit recevoir le rabbin demain. Donc c'est vraiment, il y a une euphorie autour de ça. Et puis il avoue à sa femme que ses stand-up, c'est du plagiat la plupart du temps. Et qu'en plus, il la trompe avec sa secrétaire. Donc il la quitte. Voilà, ça c'est la veille de Kippour. Alors, Midge Maisel, Myriam... il fait ça exprès la veille de Kippour parce que... Voilà. Ça va pardonner le lendemain. Voilà, non mais c'est beaucoup plus complexe que ça va prendre une petite année.
ça va prendre un moment et donc elle apprend ça, elle est complètement désorientée, elle qui est vraiment la femme parfaite, elle force un peu sur l'alcool et puis elle va justement au café où son mari a l'habitude de se produire et là elle prend le micro et c'est une tornade, elle est complètement, elle est un peu bourrée et elle part dans une tirade extraordinaire, hilarant. C'est écrit de manière exceptionnelle, les dialogues sont fins, c'est vraiment très très drôle. Et donc elle va finalement se révéler et par le fait que son mari la quitte, fait qu'elle va elle va commencer à s'émanciper et à vivre sa vie et vivre sa passion du stand-up parce qu'en fait c'est elle qui coachait un peu son mari. Elle a beaucoup plus de talent que lui et elle va rencontrer en plus, c'est mêlé avec un petit peu la vraie histoire du stand-up américain puisqu'elle va rencontrer Lenny Bruce qui est une vraie star du stand-up. Il y avait eu un film sur lui avec Dustin Hoffman qui était extraordinaire et donc voilà, elle part dans cette nouvelle carrière tout en, bien sûr, continuant à gérer ses problématiques de femme, couple, de mère au foyer. De femme, de mère au foyer. Elle retourne vivre chez papa et maman. Les parents sont géniaux. Tony Shalhoub qui joue le père, il est génial. Il est incroyable. C'est vraiment, il y a un humour juif ashkénaze tout au long de la série. Vous nous avez donné envie. Et c'est les années 50, donc c'est très coloré. Mais alors c'est sur quoi? On peut le voir sur quoi? Alors vous la voyez sur Amazon Prime. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est qu'Amazon c'est pas très cher, ça coûte 5 € par mois et vous pouvez le prendre que pour un mois. Donc voilà, vous pouvez vraiment voir cette série. Moi, je prends la période d'essai gratuite. Elle est sortie, voilà, exactement. Vous pouvez même avoir la période d'essai d'un mois gratuit. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Même ça, c'est pas gratuit. Je viens de dire qu'il n'y a pas de cadeau. Non, mais c'est les Américains, c'est pas les Australiens. Ah, bon, non, là c'est vraiment gratuit, mais par contre on a envie de rester. Ça a été mon cas. Et donc la première saison est sortie il y a un an et la deuxième saison est sortie au mois de décembre. Donc vraiment, voyez là, c'est très très sympa. Et la deuxième série, celle qui a gagné, donc la meilleure comédie de l'année, cette fois-ci c'est une comédie Netflix. Qui est avec Michael Douglas. C'est un peu le grand retour de Michael Douglas après son cancer et ses difficultés. Et là, il revient en Michael Douglas âgé. D'un coup, on découvre que Michael Douglas a vieilli. Ça met une petite claque. Que c'est Kirk Douglas, voilà. en fait. Et c'est pas loin. C'est pas loin. Kirk Douglas a 102 ans. Michael Douglas, il doit en avoir 75. Enfin, un peu plus de 70 en tout cas. Et vraiment, il a pris une claque et il en joue dans cette comédie qui est en fait une histoire d'amitié avec son agent. Donc Michael Douglas joue, c'est la méthode Kominsky, d'ailleurs je vais pas donner le nom de la série, quand même c'est important, la méthode Kominsky. Donc il joue un comédien un peu raté qui décide de se lancer qui donne des cours de comédie. Masterclass, ouais, j'ai vu ça. Voilà, qui donne des cours de comédie et son agent et meilleur ami Alan Arkin va perdre sa femme et sa femme va faire promettre à Michael Douglas donc d'assister son mari et d'être proche de lui. Et donc on va vraiment suivre une histoire d'amitié, c'est très drôle, il y a beaucoup de dérision et c'est très tendre. Et vraiment c'est bien écrit et le producteur de cette série avait l'habitude de faire des séries qui étaient assez jeune, assez même geek, puisque c'est The Big Bang Theory, je ne sais pas si vous connaissez. Et là, on est vraiment dans quelque chose un peu plus mature. Et je trouve que c'est très sympa de regarder une comédie bien écrite, avec des personnes mûres et des problématiques mûres. On y parle d'incontinence, on y parle de prostate, on y parle de... Ah ouais, mûr, quoi. Ouais, non, mais on y parle de choses... On y parle de choses vraiment... qui nous concernent. Enfin, moi, ne me concerne pas encore. Je ne sais pas s'il y a des personnes sur le plateau qui sont concernées par ces problématiques. Je ne dirai rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on y parle de paternité, et puis Michael Douglas qui joue le vieux beau, en fait, sur le retour, qui joue vraiment sur son côté séducteur des années 80-90 et avec beaucoup de dérision. C'est bien écrit, c'est très juif encore une fois, parce que les deux personnages sont juifs. Décidément. Ashkénaze, un peu libéral d'Hollywood. Ça va réveiller les antisémites encore. Voilà. Et donc les deux séries qui ont été sacrées 2 années de suite au Golden Globe sont 2 séries à l'humour juif très fort, un humour juif américain, très ashkénaze. Et en tout cas, c'est de l'humour et ça, c'est cool. Les séries un peu drôles, c'est dur à faire. Exactement. Et c'est vraiment agréable quand on a ça sous... Merci, Annalise. Ça nous a vraiment donné envie. Donc un sur Prime et l'autre sur Amazon. Prime, l'autre sur Netflix. Sur Netflix, Prime, c'est Amazon. Et l'autre sur Netflix. Allez voir les deux, vraiment, c'est sympa. Et puis la méthode Kominsky, c'est très court, c'est 8 épisodes de 20 minutes, donc c'est comme si vous voyez un film. Une soirée. Voilà, c'est génial. Binge watching. Allez, on passe de la série, du film au livre avec Leslie Sibony, qui lit des livres. Oui, elle sait lire. Elle en a lu une centaine, et parmi cette centaine, il y en a
un que vous avez choisi? Non, il y en a plein que j'aurais voulu choisir, mais là j'ai eu un. On va s'arrêter sur celui-là alors. Les Déracinés de Catherine Bardon. Il y a eu un vote? Tu as voté avec toi-même? J'ai voté avec moi-même, ça a été très compliqué, mais j'avais envie de vous parler de ce livre parce que ça a été un coup de cœur sur plusieurs plans. La première, c'est que ça raconte une histoire peu connue des Juifs qui ont été accueillis en République dominicaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'autour du plateau, voilà, peu le savent. Et ça parle d'une histoire d'amour. C'est un livre qui est humain sur plein de choses. On suit, c'est vraiment 600 pages que vous lâchez pas, vraiment, avec de l'amour, de l'amitié et aussi, je vais en parler un peu après. Mais l'auteur. Alors l'auteur. Donc c'est son premier roman, donc c'est aussi exceptionnel. Elle a été encensée par la critique. Et cette femme, d'habitude, est une amoureuse de la République dominicaine et est la première personne à avoir écrit des guides touristiques sur ce pays, plusieurs guides, et également des livres de photos. C'est une amoureuse de la République dominicaine. Et c'est à travers ces guides qu'elle a découvert l'histoire de ces Juifs qui ont été accueillis en République dominicaine. Alors rappelez-nous maintenant les éléments qui ont amené cette histoire, les éléments historiques. Alors qu'est-ce qu'elle découvre pendant ses recherches, en faisant son guide? Elle découvre que donc en 1938, Roosevelt mobilise à la conférence d'Évian les pays, un maximum de pays, pour traiter le sujet des exilés juifs. Qu'est-ce qu'on va faire de ces juifs dont l'Allemagne nazie n'en veut pas? Et au final, il n'y a que 32 pays qui participent à cette conférence, dont 9 européens, il faut quand même le souligner. Et au final, personne ne veut de ces juifs, bien sûr. D'ailleurs, un quotidien nazi titrera « Personne n'en veut », justement, de ces juifs. Et, pitom, j'allais dire, il y a juste la République dominicaine, un dictateur qui s'appelle Trujillo, qui n'est pas du tout connu pour sa philanthropie, décide de se racheter un peu une conduite en disant moi, j'accepte, j'ouvre 100 000 visas pour des juifs. Et donc, de cette décision, en fait, c'est à l'époque où l'Amérique a déjà fermé ses frontières et n'accueille plus de juifs. Et en fait, on ne sait plus quoi faire de ces juifs. Ils sont dans des camps en Suisse, etc. Personne n'en veut et tout le monde essaye de s'échapper. La menace est grandissante. Donc, il y a un groupe, au final, ce sera 1 millier de personnes qui va atterrir en République dominicaine. Et le livre parle de quoi alors le livre parle vraiment, on va suivre l'histoire d'un couple qui s'appelle Willem, qui est journaliste, et Alma, qui elle est issue d'une famille très bourgeoise de Vienne. Donc le début du livre, toute la première partie, c'est les années 30 dans Vienne. On a l'impression d'être dans un roman de Stefan Zweig où on a vraiment toute l'effervescence culturelle, artistique. Et on va vraiment suivre pas à pas toute la montée de l'antisémitisme, du nazisme, toutes les mesures restrictives et la menace grandissante qui fait qu'à un moment donné, ce couple qui est amoureux et qui vient de se marier, juif bien sûr, va devoir fuir en urgence. Ils partent vivre en Suisse ils sont exilés dans un camp pendant 1 an. Personne n'en veut, les Suisses n'en veulent absolument pas. Et donc, il faut absolument trouver une solution. Leur rêve, c'est bien sûr les États-Unis. Ça reste le rêve de tous. Ils arrivent aux États-Unis, dans le camp suisse, on leur propose ce projet de partir en République dominicaine. Et en fait, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter parce que c'est ça, ou retourner à Vienne où ils savent qu'ils n'auront pas de chance de survie. Donc ils vont s'embarquer dans cette histoire et en fait quelque chose d'absolument incroyable qui est décrit dans toute la deuxième partie, c'est justement l'arrivée de ce couple et de tous ces pionniers en République dominicaine, parce qu'en fait ça a été véritablement, c'est des faits réels et c'est très très bien documenté dans le livre, ça a été une véritable expérience, un laboratoire sociologique des kibbutz en Israël. Donc ils ont pris un journaliste, un dentiste, des médecins, des gens qui n'avaient rien à voir avec le travail de la terre. Ils les ont amenés dans un climat tropical en République dominicaine, sur une terre qui était absolument pas prête, praticable pour l'agriculture. Et ils leur ont dit maintenant c'est votre terre, à vous de construire votre communauté. Et de là est sorti, je vous en dis pas plus parce qu'il faut que vous plongiez dedans. La bonne nouvelle, c'est que ça sort en livre de poche en mars, donc voilà. Question que j'allais poser. Oui, pour la plage, ça sera plus facile. Quand même. Voilà, puis vous le faire expédier en Israël, ça sera moins lourd, et je vous le recommande vivement.
Eh ben, merci beaucoup, Leslie Sibony. Leslie, mais quel talent! On a envie de lire tous ces livres aussi. Oh, j'en ai plein à vous donner encore. Allez, continue à lire pour nous. Pas de problème. Mais il faut les lire derrière. Mais vous faites les travaux pratiques après? Non, il lit mes fiches de lecture. Juste les précis. Merci Leslie Sibony, c'est parfait. Je voulais remercier Dan Groover de nous avoir décoré de quelques toiles aujourd'hui. On peut le retrouver sur Dan Groover Art sur Facebook. J'aime beaucoup ces couleurs et derrière on a Einstein qui est là, très joli. Très beau, merci encore. On se retrouve après la pub, parce que là, nous allons avoir la chance de recevoir un grand chanteur, David Dor et Marc Cacon, très talentueux musicien aussi, rappeur. Ils font un carton en ce moment avec ce titre rendu Mashéoutov et ils seront là, sur ce studio, dans un instant après la pub. Maison de la literie, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. On a tel bonjour? Bonjour, c'est encore moi. Oui Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Eldorauto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour les all-in. Eldorauto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. De retour dans Bienvenue chez vous, troisième partie, c'est le moment d'accueillir sur notre plateau deux artistes qui nous ont fait vraiment l'honneur d'être avec nous ce soir et même de jouer une interprétation live dans un instant. C'est un auteur, compositeur, interprète qui, depuis 35 ans déjà, fait de la musique, un chanteur contre-ténor, comme on dit, dont la voix s'étend sur plusieurs tessitures, 4 octaves alliant du baryton au contre-ténor. Alors c'est compliqué, mais c'est très juste. C'est un habitué des grands concerts en Israël. Il s'est notamment produit devant le pape ou Barack Obama. Dans un instant, devant le docteur Marek. On applaudit. Maintenant, David Dor. On est énorme. On vous adore ici. Oavim Otra, Meod, Todak et Bata. Voilà, ça c'est tout ce que je dirais en hébreu. Et notre deuxième invité est un musicien, compositeur, interprète, né à Casablanca. Il vit maintenant en Israël. Il a collaboré avec de nombreux artistes israéliens, dont Mati Caspi, qu'on adore ici, Rita, Shimon Bouskila, Nathan Goshen, Yardena Arazi. Il a aussi composé La danse de la joie avec Gad Elmaleh. Exactement. Et il est actuellement en tournée avec Iden Rachel en ce moment. Marc Cacon. Alors, merci encore d'être là. On va parler en français. Docteur, ça vous embête pas de nous faire une petite traduction? Non, on va essayer. Ok, super. Comment, mais là en français, je pense que David va comprendre. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? אני מדבר בעברית, כן? כן. יש לנו חברה משותפת, קוראים לה מירי מסיקה. מירי מסיקה היא זמרת נפלאה, שהיא חברה שלנו מאוד טובה. ומרק מנגן איתה, הוא עובד איתה, וגם אני עבדתי איתה, עשינו מופע משותף. התכוננו למופע בפולין. Ils ont une amie commune qui s'appelle Miri Messika, c'est une grande chanteuse aussi en Israël. Et en fait, Marc est un des musiciens, il a joué plusieurs fois avec Miri Messika et c'est comme ça qu'ils ont créé la rencontre. Ils ont notamment un concert en Pologne. ושם הכרתי אותו, ואפילו כתבנו לה למירי שיר ביחד, ונוצרה כימיה בינינו. וכך נולד המפגש.
Et d'ailleurs, David a écrit aussi une chanson pour Miri. Ils ont un peu fusionné. Et il a vu qu'avec Marc, il y avait quelque chose à faire. Marc, rencontre. Super, vous connaissiez le travail de David? Moi, je connaissais son travail depuis l'âge de 17-18 ans. Je l'écoutais déjà au Maroc. Donc pour moi, c'est... Faut le dire, il est ultra connu. Il est ultra connu. Je l'écoutais en cassette encore. המשפט הבא שהוא יגיד זה שאני ממש זקן. אתה לא נראה זקן. אוקיי. Donc pour moi c'était vraiment génial quoi, de le rencontrer et de collaborer quoi. Et alors sa voix, ça vous a inspiré cette chanson? Qui a voulu cette chanson Mashoutov? מי כתב את השיר? נסעתי למרסיי ולדרום צרפת לטיול, וכשאני נוסע לכל מיני מקומות אני אוהב לשמוע את הרדיו המקומי. ושמעתי, פתחתי רדיו ושמעתי שירים שהם באווירה של ראפ, עכשיו זה הולך מאוד חזק בצרפת. ראפ, עם קול יפה כזה מאחור, עדין או מלא. אמרתי, זה רעיון לישראל. Alors, il a fait un voyage en France, il était à Marseille, il a fait un tioul, et quand il voyage, il aime bien écouter un petit peu la musique locale. Donc il a écouté la radio, et il a écouté pas mal de rap avec des voix en arrière qui sont des voix qui montent un peu tendance comme ça, et ça lui a donné un peu cette envie. ואז חזרתי לישראל, וישבתי עם תומר הדדי, זה הבחור שכתב איתי את השיר ביחד, והלחנו אותו, אבל היה לי חסר משהו. כי כל הזמן היה לי ברור שהמוזיקה הצרפתית, ובעברית, יפה ככל שהיא תהיה, זה עדיין רק עברית. Alors quand il est rentré en Israël, il a écrit la musique avec Tomer Haddad, qui a écrit surtout la partie instrumentale, et ensuite il a écouté tout ça, il s'est dit mais il manque quelque chose, il faut que je rajoute quelque chose, parce qu'il a eu cette émotion en France, il faut quelque chose de français à l'intérieur. ואז החברה שלנו, כרמית, אמרה לי, למה לא מרק קקון? אמרתי לה, בוא, זה רעיון ענק. תוך יום, מרק כתב את הטקסט בצרפתית. Alors il a parlé avec la personne qui s'occupe avec lui des chansons, et il s'est dit pourquoi pas Marc Kakoun, et en une journée, Marc il a écrit le texte, il a amené le texte, et ça a été une véritable fusion. והעמדנו אותו לשיר ראפ. את מרק, שהוא בדרך כלל נגן, הוא מוזיקאי. לא ידעתי שהוא יודע לשיר ראפ, אבל one take הוא... Un seul enregistrement, et c'était fait parce que normalement il fait que la guitare, et il savait pas qu'il était capable de faire du rap, et d'un seul coup, en enregistrement, c'était un enregistrement, c'était une prise. Ça a été rapide. C'est miracle. A miracle, yeah. Musica c'est miracle. Musica c'est miracle. C'est un miracle. C'est sûr que la musique c'est un miracle, c'est 7 notes. 7 notes. 7 notes. En fait, il y a 12 notes. Mais en fait, c'est vraiment quand on prend. On va dire 10 pour. Non, Homer, c'est Miracle Musica. Avec 7 notes, le nombre de musiques qu'on peut faire. אבל יהיה השמיני בקרוב. יהיה השמיני בקרוב. שיגיע המשיח, כן. Il a dit que la huitième note va arriver quand le Mashiach va Mashiach. C'est Sheva. Ça, j'avais pas entendu ça. Je donne un point à l'équipe bleue. Un point. Donc Marc, comment vous avez vu l'inspiration de ce texte? Pourquoi? Et puis ce mélange déjà. J'ai écouté ses paroles et je me suis inspiré de ses paroles. Non, à part qu'il n'y a pas Gandhi dans ses paroles, mais bon, c'est un peu spirituel comme ça. Vous avez rajouté du Gandhi? J'ai rajouté du Gandhi. Non, pas juste le nom de Gandhi. Elle explique quoi cette chanson? Elle raconte quoi? Mashoutov, c'est aussi le titre de l'album, n'est-ce pas? Ouais. C'est aussi le titre de l'album. זה בעצם הטייטל של האלבום, נכון? כן, זה השם של האלבום. זה לא שאני אומר שזה משהו טוב, אני אומר שאשתי שהיא כאן, אתה רואה, שמה. בונז'ור אשתי. בונז'ור אשתי. אתה יודע, אנחנו חיים הרבה שנים ברוך השם ביחד, ועם הזמן, דברים שפעם נראו לך ממש לא פשוטים, פתאום אתה אומר, זה שטויות, הכל שטויות. Et il nous parle en même temps comment sont venus ce titre de Mashoutov. C'est quelque chose de bien. Il s'aperçoit que dans la vie, ça fait des années, au Hachem qu'il est avec sa femme et qui est ici, et que dans la vie, des fois, il y a des choses qu'on s'énerve sur ces petites choses, mais parce qu'on ne voit pas que plus tard, on s'aperçoit que c'était vraiment des bêtises. C'était vraiment des bêtises. ואז היא אמרה לי יום אחד, כל פעם, אחרי משהו שהוא פחות טוב, שקורה לך משהו לא טוב, תרגע קצת, כי אתה בדרך כלל מלמטה אתה תמיד תעלה למעלה. כאילו אחרי משהו טוב, משהו רע, מגיע משהו טוב. Alors, il lui a dit, dans la vie, il y a toujours des fois des choses qui arrivent qui sont pas terribles, qui nous paraissent vraiment des mauvaises choses qui arrivent, mais en fin de compte, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive derrière. C'est ce que dit le Rabbi Nachman de Breslev. Il dit En yehush ba'olam klal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quelque chose qui peut nous faire perdre confiance dans la vie, parce que tout est pour le bien. À un moment donné, on voit la chose,
elle nous paraît pas terrible, mais si on Au final, avec avec le le temps, temps, avec le temps, avec le recul, on s'aperçoit que c'est beaucoup commentaire de mieux. Yosef Marek, on est d'accord. Du Rabbi Nachman de Breslev, mais c'est la même chose, c'est ce qu'il a dit dans sa chanson en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement. C'est sa chanson. Les deux, vous êtes très spirituels, très religieux. לא religieux, לא דתי לגמרי, אני מאמין מאוד, מאז שאני ילד, אני עם כובע וזה וכאלה, אבל יש לי עוד דרך לעשות. זה לא קל להיות דתי, אבל אני כן, אני מסורתי. Il a dit qu'il n'est pas dati au sens propre de extrême religieux, mais il est très croyant, il porte le chapeau, et puis il est massorati, c'est-à-dire qu'il garde les traditions. Traditionnaliste. Et traditionnaliste, comme on dirait en France. Et vous, Marc? Moi, je suis pas religieux, tradition oui, mais un peu spirituel si je peux le dire. J'essaie de me contenter des petites choses, des belles petites choses de la vie. Et puis, faire du bien. Ouais, faire du bien. Faire du bien. Ou bouddhiste. במרוקו היו בודהיסטים. סבתא שלך במרוקו הייתה בודהיסטית. C'est pas la même nourriture, le bouddhisme marocain. Non, pas exactement. Ils mangent pas pareil, non? Et les cigares peut-être. Voilà, vous allez vous retrouver tous les deux en concert, parce que je crois que le 6, j'ai bien noté, le 6 mars, un concert pour l'album. Pour l'album, et vous allez venir sur scène? Pas le 6 mars. Pas le 6 mars, תגיד להם למה. Il est chez vous. Pourquoi? Non, parce que je suis pas en Israël le 6 mars. Mais sinon, pour les concerts d'après, oui. לא, ב-6 מרס תהיה מירי מסיקה. Mireille Messika sera lancement. Ouais. Ça, vous avez hâte d'aller présenter cet album en concert? Pour vous, c'est important? אתה מאוד מחכה לזה? כן, מתרגש ומחכה לזה מאוד, כן. כל הופעה אני הכי הרבה אוהב להופיע, הרבה יותר מאשר להקליט אלבום, כי אני אוהב את האינטראקציה עם האנשים, אני אוהב אנשים וזה ממלא לי את הלב. Et que ça vous fait quoi de jouer Ah oui, pardon. Oui, oui, parce que je comprends, je suis bien. En fait, il attend avec impatience ce concert de lancement de l'album qui aura lieu le 6 mars au musée de Tel Aviv, dans une nouvelle salle qui a été construite dans le musée de Tel Aviv. Il attend avec impatience parce qu'il adore l'interaction avec le public. Et il aime encore plus ça plutôt que d'enregistrer le disque. Et il y avait une interaction avec le pape, par exemple, quand il vous a écouté chanter? האפיפיור? בטח, הראשון. יצא לי להופיע לפני 3 אפיפיורים שונים. הראשון, יוחנן פאולוס, הוא היה ממש מקסים, ממש מקסים. Il a eu la chance de chanter devant 3 papes différents, et il a dit le premier, qui s'appelait Jean-Paul II? Benoît? השני, לא? הראשון היה יוחנן פאולוס, השני היה בנדיקטוס, והשלישי פרנצ'סקוס. Alors c'est Jean-Paul. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Il a dit qu'il y avait vraiment une interaction, ils ont senti quelque chose de très fort. Il l'a envoyé, il l'a invité après, ainsi de suite. עם המזכירים שלו, והיה מאוד מרגש. איזה אוכל היה שם? זה מעניין. איטלקי. איטלקי. הילדים בשלו, יש לו ילדים. Alors, je voudrais une petite surprise pour les téléspectateurs qui nous écoutent. On aimerait leur faire un cadeau. Si toutefois on a l'accord de David Dor, est-ce que vous voulez bien nous chanter quelque chose a cappella? Et comme j'aime Barbara Streisand. Avec plaisir. Ah, bah, il a dit oui, c'est parfait. On y va. bon, c'est pas אוקיי, אתה יודע מה? אני אספר סיפור קטן. הופעתי בארצות הברית ביום מרטין לותר קינג. וזה היה, הזמין אותי הבן שלו. וזה היה מול הקהילה השחורה. לא הכרתי אותם והם לא הכירו אותי. תתרגם להם רגע. Ok, il a été invité aux États-Unis, il a fait plusieurs fois des concerts, il était invité par, donc à la maison... Martin Luther King. Le fils de Martin Luther King. Et bon, c'est pas son cas habituel, c'est pas Afro-américain, c'est des Afro-américains, c'est pas tout à fait son public habituel. וכל הזמן חשבתי מה נשאר בכזה אירוע. על הבמה לידי היה הנשיא ביל קלינטון. Ok, alors il s'est demandé qu'est-ce qu'il va chanter devant un public pareil, et il y avait Bill Clinton qui était présent aussi. וכמה דקות לפני שהתחיל האירוע מגיע המפיק האמריקאי. Il m'a dit, David, I have a song for you. יש לי שיר בשבילך. Alors, juste 2 secondes avant que ça commence, il y a le producteur américain qui est arrivé qui lui a dit, écoute, j'ai un chant pour toi, j'ai une chanson pour toi. אני אמרתי, טוב, בטח הביא מייקל ג'קסון, פרנק סינטרה, אבל לא, הוא הביא ברברה סטרייזנד, אבינו מלכנו. Alors ça, je crois que vous avez tous compris. Hein. Donc finalement, il a amené אבינו מלכנו, ברברה סטרייזנד. ואז אני הבנתי 2 דברים. קודם כל, ידעתי מה אני הולך לשיר שם, כן? אבל הבנתי משהו יותר עמוק, שלפעמים אנחנו בורחים חצי עולם רק בשביל לחזור הביתה בעצם. Ah, il a dit de cette expérience, il a compris quelque chose de très fort. C'est quelquefois, il faut aller jusqu'au bout du monde, mais au final, pour retourner à la maison. Puisque en fait, la chanson qu'on lui a apportée, c'est une chanson de notre culture. C'est la prière d'Avinu Malkinu. Alors, on peut la réécouter? Wow, super. ככה? ככה. לא, לא, כן.
אבינו מלכנו, שמע קולנו, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו, ועלול עלינו ותפנו, אבינו מלכנו, קל לדבר בחרב רב מעלינו, אבינו מלכנו, קל לכל צר ומסתין מעלינו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים, אבינו מלכנו, חדש עלינו, חדש עלינו, שנה טובה. מדהים. איזה מתנה, quel cadeau. Très très bien. Donc, je voudrais, vous avez fait un clip vidéo, clip, et je voudrais qu'on le voit avec les spectateurs. On regarde ça? C'est bien au pays de l'amour, au seuil de non-retour. On n'a pas d'autre choix, crois-moi, que de vivre au jour le jour. Dans ce monde de brut, abruti par les confettis, Mahatma Gandhi, banni, proscrit et sûrement incompris. Hey. תמיד אומרת משהו טוב, מגיע אחרי משהו רע, ושתמיד צריך לבחור לאהוב, כאילו יש לנו ברירה. וכשאני פוחד, ולפעמים אוהב, את מחבקת אותי בכל הכוח, את לוקחת אותי אל הים, דברים נראים אחרת משם. מכאן הכל פתוח, עושה לי מצב רוח טוב, האופק קצת יותר קרוב. Ouais, yalala. Souvent tu me dis perds-toi, que c'est le seul moyen pour moi de trouver mon chemin. Ouais, yalala. Ouais, super. Très bien, super. Donc, on rappelle le clip qui sort le 6 mars au musée de Tel Aviv. David Dor, vous allez présenter votre album. Marc, vous le rejoindrez pour jouer sur scène, mais en tout cas, merci. On vous retrouve sur Instagram. Ouais, Marc Cacon. Sur Instagram. Ouais, parce qu'il y a aussi quelque chose qui va sortir. Ouais. D'accord. Il y a aussi quelques morceaux qui vont sortir. Cool. Merci énormément. Merci beaucoup d'être là. Et évidemment, comme je l'avais promis, vous allez nous faire le plaisir de venir chanter. Vous allez chanter ensemble, tous les deux, ce titre, Machiutov, ici, dans le studio Dovlak, ici où nous sommes à Jaffa, à Yafo, dans Bien du chez vous. C'est une exclusivité, on est ravis. Merci beaucoup, on vous laisse y aller. Merci. את תמיד אומרת משהו טוב, מגיע אחרי משהו רע, ושתמיד צריך לבחור לאהוב, כאילו יש לנו ברירה. ושאני פוחד ולפעמים אוהד, את מחבקת אותי בכל הכוח, את לוקחת אותי אל הים, דברים נראים אחרת משם. מכאן הכל פתוח, עושה לי מצב רוח טוב, האופק
dis perds-toi, que c'est le seul moyen pour moi de trouver mon chemin. Zella. את תמיד אומרת שכשדלת נסגרת תפתח לך איזה חלום, ובכל הזדמנות שעוברת הרווחת איזה ניסיון. וכשאני פוחד ולפעמים מועד, את מחבקת אותי בכל הכוח, את לוקחת אותי אל הים, דברים נראים אחרת משם. מכאן הכל פתוח, עושה לי מצב רוח טוב, האופק מתקרב C'est bien au pays de l'amour, au seuil d'un retour. On n'a pas d'autre choix, crois-moi, que de vivre au jour le jour. Dans ce monde de brut, abruti par les confettis, Mahatma Gandhi, banni, proscrit et sûrement incompris. Et quand je me rebelle, ma belle, tu te fais la belle, alors j'ai envie de faire de plus belle. Et la tentation c'était pour moi de me faire la malle, j'ai le mal de sensation, c'est peut-être pas plus mal. C'est bien au pays de l'amour, l'amour. On a envie de vivre au jour le jour. C'est bien au pays de l'amour, l'amour. On a envie de vivre au jour le jour. C'est bien au pays de l'amour. תמיד אומרת משהו טוב, מגיע אחרי משהו רע, et au seuil de nos retours, ושתמיד צריך לבחור לאהוב, כאילו יש לנו ברירה. C'est bien au pays de l'amour, au seuil de nos retours. On n'a pas d'autre choix, crois-moi, que de vivre au jour le jour. Enfin apaisé, caressé par tes baisers, enfin arrive l'éveil sous ce doux soleil. את תמיד אומרת משהו טוב, מגיע אחרי משהו רע, זה plus pareil, ושתמיד צריך לבחור לאהוב, כאילו יש לנו ברירה. Le même réveil. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, David Dor, Marc Cacon. Franchement, un très très beau moment. Machéou, comme on dit. C'est la fin de cette émission. Voilà. Merci à toutes les équipes techniques, AZ Prod, pour la régie, notre réalisateur Joe Lévy, au cadre Cédric Bétache, au son Réhouven Yerouchalmi. Merci à Natel, évidemment, les Raoun Chemouni, et à vous, cher public et fidèles d'A+, puisque cette petite chaîne qui monte, mais la prochaine fois, vous allez en trouver à 2500 mètres, puisque nous allons aller au ski. Oui, pour vous, on sera dans le domaine de la Toussuire. On va faire la plus haute émission du monde à 2500 mètres d'altitude. Voilà, pour un bienvenue spécial montagne. Bienvenue chez vous, spécial montagne. Nous ferons, voilà, on espère que vous serez avec nous. Ne ratez pas ce rendez-vous au ski. Nous, on a juste le temps d'aller récupérer nos moon boots, nos combinaisons. Et on se retrouve très vite. À plus. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus.